Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Asseyez-vous confortablement mais surtout sans distraction car je vais vous raconter une très longue histoire. L'un des plus grands fléaux de notre génération est sans doute l'hyperproductivité. Et le multitasking, le fait de faire plusieurs tâches en même temps, c'est l'une des formes d'hyperproductivité que l'on perçoit le plus à notre époque. Par exemple, le fait de regarder un film et répondre à ses messages en même temps, faire une séance de sport et écouter un podcast en même temps, faire son ménage et rattraper un cours en même temps, etc., etc. On connaît plutôt bien car on le fait tous. Mais et si cette optimisation constante de notre temps nous faisait en fait perdre en profondeur et en concentration? Idéalement, il faudrait que l'on laisse davantage notre cerveau respirer en privilégiant le fait de ne faire qu'une seule tâche à la fois, autant que faire se peut bien évidemment. Cela nous permettrait de réellement assimiler ce qu'on fait et de ne plus juste rester en surface. Cela n'est pas toujours valable car ça dépend des tâches dont on parle, mais ça vaut tout de même le coup de se poser des questions. Bref, cet aparté n'avait pas grand chose à voir avec ce qui va suivre. Cette vidéo, c'est le fruit de plusieurs mois de recherche, de notes, de tests réalisés sur moi-même et sur mes proches parce que j'ai pas de rat de laboratoire, que j'ai ensuite condensé en ce que vous allez voir, ou plutôt en ce que vous allez écouter. Au-delà de vous plaire, j'espère que cette vidéo vous sera utile, car moi, tout ça, ça m'a changé la vie. Alors je vous souhaite un très bon visionnage. Aujourd'hui, je vais tenter de vulgariser au possible des notions scientifiques qui se décrivent dans des conférences de plus de 3 heures ou alors dans des livres entiers, qu'on n'a pas forcément ni envie de lire, ni de regarder, ce que je peux comprendre, parce que si parfois c'est pertinent, bien souvent c'est très long et inintelligible pour à la fin des théories qui sont plutôt simples à comprendre. Je vais donc vulgariser ces notions non pas par infantilisation à votre égard, mais parce que moi j'aurais aimé retrouver ces vidéos très simples et très générales quand j'en avais besoin, quand je me posais des questions, ou même avant que je n'aie à me poser des questions d'ailleurs. Ça m'aurait évité de passer des heures à faire des recherches sur chacun des thèmes que je vais aborder dans cette vidéo. Tout cela étant dit, je dois vous avouer que certaines notions, notamment le fonctionnement du corps humain de manière générale, me paraissent indispensables à la vie de tout être humain sur cette planète. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'on ne nous ait pas appris certaines choses au collège ou au lycée. Enfin, si, je le comprends, mais ça ne sera pas le sujet de cette vidéo. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas normal. Telles que les choses sont faites aujourd'hui, si tu ne fais pas médecine, biologie ou tes propres recherches, t'as très peu de chances de savoir comment ton corps fonctionne. Je ne pourrais bien évidemment pas tout aborder sans que cela ne dure 10 heures, mais surtout parce que je possède une petite, mais très petite connaissance quant au fonctionnement du corps humain, mais on va aller à l'essentiel dans cette vidéo. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à regarder cette vidéo avec eux ou alors à leur en vulgariser son contenu lors des histoires du soir ou avant la sieste. Premier degré, il y a des études scientifiques qui ont été menées et qui ont démontré que les informations reçues juste avant de dormir, que ce soit une sieste ou le soir, s'ancrent bien mieux dans la mémoire. Et je pense que c'est ce dont on a manqué, nous, étant plus jeunes. On a grandi au sein d'un système dans lequel nos parents étaient tellement en mode survie, pour ma part c'était mes grands-parents, mais bref, ils n'avaient rien d'autre à penser si ce n'est le travail et nourrir leur famille. Et même si on avait reçu la bénédiction de ne pas être exclu du système scolaire, dans les quartiers populaires, on avait d'autres choses à fouetter que de savoir à quoi servent le pancréas et le foie, par exemple. Non, nous, on était constamment en train de rattraper notre retard avec les écoles privées. Alors si aujourd'hui on peut faire gagner du temps à tout le monde tout en donnant de nouvelles cartes ou de nouvelles perspectives à nos enfants et aux générations à venir, faisons-le. Avant toute chose, et je ne manquerai pas de vous le rappeler dans chacune de mes vidéos, mon discours sera toujours construit de façon à stimuler votre esprit critique. Le schéma doit toujours être le même. Après une prise d'information, vous devez faire vos propres recherches, même si l'information semble anodine. Ça doit être un mécanisme intégré, parce que sinon n'importe qui avec un discours très charmeur peut rentrer dans votre tête et vous faire croire absolument tout ce qu'il souhaite. C'est d'ailleurs ce que les politiques font. Vous avez les capacités de réfléchir, de faire des recherches, de faire des analyses, de tirer des conclusions, même si je sais, on vit un système très méprisant qui tente de nous faire croire qu'on est bête, qu'on n'est pas légitime, et pire que la culture sous toutes ses formes, c'est réservé à une élite dominante. Et je sais bien de quoi je parle, tout ça c'est du vu et du vécu. Tout ce discours n'aurait d'ailleurs pas le même sens si j'avais un master ou un doctorat, mais lucky me, lucky you, je n'ai aucun diplôme en poche si ce n'est le baccalauréat. Pourtant, je ne pense pas que ça fasse de moi quelqu'un de bas étage ou qui n'a pas sa place dans les débats publics. D'ailleurs, et ça va vous rappeler quelque chose, haha, si j'étais à la tête d'un pays et que je voulais contrôler la masse, j'aurais façonné la majorité de la population pour qu'ils pensent que seule une classe bien déterminée peut se permettre de réfléchir, d'émettre des opinions, et les autres, ils doivent juste se contenter de suivre. Parce qu'ils sont bêtes. Règle numéro 1, et ce sera la seule règle, il ne faut jamais écouter quelqu'un aveuglément. Qui qu'il soit, quel que soit son domaine, ça peut vraiment être très dangereux. N'oubliez pas qu'on est des êtres humains, tous. Donc on a tous des biais. Il faut aussi qu'on arrête de se rapetisser tout le temps, de penser qu'on ne vaut rien, qu'on n'est pas en capacité de déceler un discours frauduleux ou alors un discours pire qui est intéressé. Alors certes, ce n'est pas toujours de notre faute si on se sent comme des moins que rien, ces schémas de pensée ils viennent pas de nulle part, ils nous ont été imposés, mais enough. Tous ensemble, on prend conscience des choses, on reprend notre légitimité et on agit en conséquence. Je n'ai bien évidemment pas inventé l'eau chaude quand je vous dis tout ça, c'était déjà consigné dans le Coran depuis plus d'un millénaire. Mais on a voulu rechercher les réponses partout ailleurs. Du coup, on s'est perdu. Enfin, on a surtout perdu du temps. Mais rassurez-vous, car Allah est très miséricordieux, ce n'est pas grave de perdre un peu de temps si ça peut nous permettre d'avancer plus loin. Par contre, on retient la leçon, on la met dans le sac à dos et on continue d'avancer avec précaution, car le musulman ne se fait jamais piquer deux fois du même trou. On est malin.
Bref, tout ça pour vous dire que pour toute information reçue, quelle qu'elle soit, on suit les directives qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. 1. On observe, on écoute. 2. On médite, on réfléchit. Et en troisième position, et seulement après avoir fait les 2 premières étapes, alors là, on met les choses en action. Mais on ne se passe pas des deux premières étapes. Impossible, sinon on va se louper. Toutes mes excuses, j'ai fait un peu trop de digression, rentrons dans le vif du sujet, c'est parti. Les industries pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires nous ont vendu des solutions à des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Et bien évidemment, ces solutions règlent partiellement nos problèmes, sans oublier d'en ajouter des nouveaux. D'un point de vue économique, c'est très ingénieux. Et je dirais même que c'est un système économique très pérenne. Car si l'être humain ne se pose aucune question quant à sa consommation, eh ben ces industries, elles sont destinées à empocher des milliards et des milliards d'euros ou de dollars jusqu'à la fin des temps. Et l'un de nos plus grands soucis, malheureusement, c'est qu'on ne se pose pas à cette question, on réfléchit assez peu et on passe un temps fou à suivre les mouvements de foule. La règle de base est plutôt simple. Pour aller bien, il suffit de consommer bien. Par consommer bien, j'entends de manière générale, que ce soit ce qu'on regarde, que ce soit ce qu'on mange, que ce soit ce qu'on porte, notre façon de vivre. Il faut consommer correctement. Mais en réalité, c'est bien plus nuancé que ça, car on vit un système qui met tout en œuvre pour que les petites gens n'aient pas les moyens de consommer convenablement. On les bourre de fast-food à proximité de chez eux, de produits ultra transformés à bon prix dans leurs magasins qui bien évidemment les rendent malades, et ensuite, on leur vend tout un tas de médicaments cancérigènes qui modifient l'ADN ou perturbent les messagers chimiques. Mais c'est excellent. La boucle est économiquement très vertueuse, mais éthiquement répugnante, mais humainement répugnante. Toutes ces maladies que les gens développent ne sortent pas toujours de nulle part. Bien souvent, c'est une réponse à la consommation qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que d'adopter. Aujourd'hui, c'est devenu une question de connaissance, mais également économique de bien consommer. On met délibérément les gens en mode survie, au point qu'ils soient tellement accablés par leur quotidien qu'ils n'aient même pas le temps ni même l'espace mental de se poser des questions quant à leur bien-être ou à leur santé. Rendons-nous bien compte d'une chose, le monde dans lequel on vit est violent. C'est vraiment important d'installer ce contexte sociologique et je dirais même sociopolitique, parce qu'aujourd'hui, et surtout sur Internet, surtout sur les réseaux sociaux, on a tendance à culpabiliser, voire mépriser les gens quand on adopte un mode de vie sain. Un peu en mode haha, bah moi je l'ai fait, alors pourquoi pas vous les nulos? Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ici, on va parler de façon générale, car même avec toute la bonne volonté du monde, c'est impossible d'inclure tout le monde dans un discours. Les différentes réalités sont aussi nombreuses qu'il y a de grains de sable sur cette planète. Deux familles comptant le même nombre d'individus vivant au même endroit peuvent avoir des réalités diamétralement opposées. Donc un discours exclura forcément toujours quelqu'un, qu'importe à quel point il se veut inclusif. Ce qui compte vraiment, c'est de toujours essayer de faire de son mieux. Bref, aujourd'hui, tout nous rend malade. On dort moins bien, on a moins d'énergie, des baisses de motivation, des baisses de morale récurrentes, des SPM intenses, beaucoup de fringales, et j'en passe. Mais pourquoi? Eh bien, messieurs, dames, votre environnement tout entier vous impacte. De votre famille, en passant par vos amis, jusque votre façon de manger, ou encore votre maison, notamment avec les produits ménagers, les plats dans lesquels vous cuisinez, ceux dans lesquels vous conservez vos aliments, et ça va aussi jusque ceux avec quoi vous faites votre lessive, sans mentionner les produits qu'on applique sur sa peau ou les matières de vêtements que l'on porte. Toutes ces choses ont un impact sur notre santé, mais pire encore, sur nos enfants, même pas encore nés, et sur leurs enfants à eux, qui sont encore moins nés. Certaines maladies génétiques proviennent des environnements dans lesquels nous vivons. C'est donc des choses que nous pouvons tenter d'éviter. Mais ça, bien évidemment, on ne nous le dit pas car ça dessert l'économie, ça dessert le capitalisme. La question qui subsiste est comment prendre soin de sa santé dans ce nouveau monde jetable. On a les fast-food, la fast fashion, la pollution, les nouvelles poêles anti-adhésives en promo chez Action ou encore les parfums d'intérieur et j'en passe. Ils ont toujours un nouveau truc à nous vendre. Et si vous faites attention, tout ça c'est très politique. Parce que c'est toujours les personnes issues des quartiers populaires qui sont les premières victimes de tous ces nuisibles. Pourquoi on ne nous apprend pas dès tout jeune comment notre corps fonctionne? Quel carburant lui donner pour en prendre soin? Ce qu'il ne faut surtout pas lui donner au risque de le détériorer? Quelle est la qualité de l'air que nous respirons ou encore de l'eau que nous buvons? Combien d'entre nous peuvent citer avec exactitude où se situent leurs organes vitaux avant de tomber malade et d'être envoyés à l'hôpital et donc d'apprendre dans ce cadre-là comment son corps fonctionne? Très peu. On n'a appris qu'une seule chose à nos parents. Mangez votre plat de riz, votre plat de semoule pour avoir de la force et retournez au charbon. C'est tout. Et pourtant, c'est ces mêmes plats de riz ou de semoule qui ont été procédés industriellement qui ont donné le diabète ou des maladies cardiovasculaires à nos anciens. Vous savez, il y a encore peu de temps, je prenais un repas et instantanément j'avais mal au ventre. Ma digestion était compliquée et j'étais toujours très ballonné. En parallèle, malgré tout ce que je mangeais, j'avais l'impression de jamais avoir assez d'énergie pour mes séances de sport. Je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine depuis des années, je fais beaucoup de cardio, d'endurance et je suis dans la recherche constante de l'amélioration de mes performances. Donc je mange beaucoup. Je mange en conséquence pour pouvoir tenir ce rythme. Et bien même avec tous ces repas chargés, mes réserves semblaient toujours insuffisantes lors des grosses séances et je ne comprenais pas comment c'était possible. Pendant mes menstrues, j'avais des douleurs si vives que c'était impossible de réaliser n'importe quelle tâche du quotidien sans prendre des antalgiques. Et je ne vous parle pas des effets néfastes de ces médicaments sur la santé. Risques cardiovasculaires, troubles de la fertilité, détérioration des reins et tutti quanti. En gros, on se tue par la nourriture et les médicaments qui sont censés soigner tout ça finissent de nous achever. Donc on fait comment? On consomme plus rien?
Bien sûr que non. La réponse est dans le juste équilibre, comme l'islam nous l'a toujours enseigné. J'ai donc commencé à faire des recherches sur ce que je mangeais. De quoi étaient composées mes assiettes? À quoi servaient mes aliments? Les macronutriments, qu'est-ce que c'est? Quel est leur rôle dans le maintien de la bonne santé? Et toutes mes recherches m'ont mené à une chose, le glucose. Et c'est précisément là que tout a changé. Le glucose, c'est quoi? Tous les jours, on mange des glucides, c'est-à-dire du sucre, qu'il soit bon ou mauvais, ça c'est un autre sujet, mais ces glucides, ton corps il va les transformer en carburant pour assurer toutes tes fonctions vitales, ce qui va te permettre de te déplacer, de réfléchir et à toutes tes cellules de fonctionner correctement, entre autres choses. Si les glucides, le sucre que tu donnes à ton corps, sont de mauvaise qualité, la machine fonctionnera un peu mal. En revanche, si les glucides que tu donnes à ton corps sont de bonne qualité, alors la machine fonctionnera à merveille, à condition bien sûr qu'Allah le veuille. 1 plus 1 égale 2. Me concernant, je ne me suis jamais sentie aussi lumineuse, énergique, légère, calme, saine d'esprit, performante et en bonne santé que depuis que je contrôle mon niveau de sucre dans mon sang. C'est complètement dingue de se dire que tous les paramètres de mon corps et de mon esprit sont régis, monitorés par un facteur, c'est le sucre que j'ingère. Ça va avoir une très très grande influence, c'est-à-dire que quand on ingère du sucre, c'est pas juste on ingère du sucre, oh c'est pas bon pour la santé, ça va me donner un peu de gras. Non, 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 ça va bien au-delà de tout ça. Ça joue sur votre santé psychologique, comme sur votre physique. On n'abîme pas que son corps physiquement quand on prend du sucre. Et ça, et même ça va jusqu'aux hormones. Et je trouve ça complètement dingue qu'on ne nous ait pas dit ça. J'ai jamais été une grande mangeuse de pâtisserie ou bien de gâteaux, mais je suis plutôt de la team salée. Par contre, le riz blanc et les pâtes blanches, ça, j'achète. Enfin, j'achetais. Eh bien, sachez que le riz blanc, les pâtes blanches, la farine blanche, le pain blanc, tous ces aliments, c'est parmi les pires aliments pour la santé. Pour des soucis de compréhension, lorsque je dirais sucre, je ferai référence au sucre raffiné, c'est-à-dire le sucre présent dans les aliments que je viens de vous citer juste avant. Et quand je parlerai de bon sucre, je dirais les glucides complexes, ce qu'on peut retrouver par exemple dans les pommes de terre, la patate douce, l'avoine, le pain complet et pléthore. En gros, tout ce qui n'est pas raffiné. C'est vrai que c'est très trompeur parce que quand on entend sucre, on s'attend à quelque chose qui en bouche a un goût sucré. Mais le sucre, ce n'est pas que ça, et loin de là. Je vous parlais par exemple du riz blanc, celui qu'on consomme dans les plats en sauce ou encore dans le tiaboudienne. Eh bien, ce riz, c'est uniquement du sucre. Et manger beaucoup de ce riz augmenterait donc vos chances d'avoir des maladies cardiovasculaires, mais surtout le diabète de type 2. Parce que oui, l'industrie alimentaire a volontairement retiré tous les nutriments de ce riz, donc le son et la germe dans lequel il y a des fibres notamment, ce qui vous permet de digérer correctement, enfin de digérer lentement surtout. Mais comme je vous disais, tout ça, ça a été retiré par les géants de l'industrie alimentaire. Et pourquoi ils ont fait ça? Eh bien tout ça, c'est des raisons économiques. On retire le son, la germe, tous les nutriments, on ne laisse que l'amidon afin que votre riz en magasin, ou quand il va être vendu, entre le moment où il y a le processus de fabrication et le moment où il arrive chez vous, bah qu'il se conserve le plus longtemps possible. Et donc s'il se conserve le plus longtemps possible, il se vend le plus longtemps possible. Et donc tout ça, c'est des raisons économiques. Donc en fait, à la fin, le riz qu'on nous vend, et c'est pareil pour la semoule parce que je pense au couscous, ça n'a aucune valeur nutritive pour le corps puisqu'on a tout enlevé. Il ne reste rien. De l'amidon, du pur sucre. Et au-delà de n'avoir aucune valeur nutritive pour le corps, bah en fait, ça lui fait même du mal. Parce que vous vous doutez bien qu'ingérer du sucre, ça a des conséquences. Il faudrait donc privilégier le riz complet et la semoule complète qui possèdent encore leurs fibres et donc qui sont digérés tranquillement. C'est-à-dire que ça va pas directement dans votre sang comme le riz blanc ou les pâtes blanches où là, bah, vu que c'est que du sucre, le corps il le procède super facilement, paf, ça monte directement dans le sang et ça vous fait un pic de glycémie, ça vous cause, ça vous met en risque de développer des maladies. On veut pas de tout ça. Alors certes, les pâtes complètes, le riz complet, ça n'a pas, la semoule complète, ça n'a pas le même goût, mais la santé avant tout. Encore une fois, tout est question d'argent. Tous ces procédés industriels très néfastes pour la santé, eh bien c'est pour vendre plus, que ce soit l'industrie alimentaire ou l'industrie pharmaceutique. C'est la même chose, ils travaillent main dans la main. C'est-à-dire que même notre santé est un produit dans cette société. Bref, aujourd'hui, 5 mois après l'écriture de cette vidéo, bien évidemment, j'ai commis des écarts, parce qu'un régime totalement sans sucre, je ne suis pas sûr que ça tienne dans le temps, ni même toute une vie. Et au-delà de ça, ça risque de nous couper socialement car le sucre fédère. Mais j'ai testé différentes choses. Manger du sucre raffiné avant les menstrues, manger du sucre raffiné avant ou après une grosse séance de sport, manger du sucre raffiné sans ne rien faire, et chaque fois, mon corps réagissait différemment. La conclusion de ces différents tests que j'ai réalisés à l'aide d'un capteur de glycémie que j'ai utilisé sur plusieurs personnes, c'était qu'on peut manger du sucre, mais pas n'importe comment, ni à n'importe quelle fréquence. Vous savez, avant je pensais vraiment que le glucose c'était un truc de diabétique, c'est-à-dire qu'il y avait que eux qui devaient faire attention à toutes ces choses, et nous autres n'étant pas diabétiques, bah en vrai, ça ne nous concernait pas. Mais tout ça c'est faux, parce qu'en fait le sucre, le glucose, c'est l'affaire de tous. Car notre niveau de sucre dans le sang impacte absolument tout notre corps, du physique jusqu'au psychique. Reprenons depuis le début. Lorsque vous mangez un aliment contenant des glucides, c'est-à-dire du bon ou du mauvais sucre selon ce que vous avez mangé, votre corps réagit. Il va se produire différentes choses. Si par exemple vous mangez un petit déjeuner sucré, des céréales, du jus d'orange, des tartines de confiture ou alors un riz blanc sauce curry, ça va un petit peu s'affoler dans les bureaux. Votre taux de glycémie va augmenter rapidement car votre corps reçoit du sucre rapide,
Votre pancréas va donc sécréter de l'insuline pour gérer ce rush de sucre, parce qu'il faut bien évidemment ranger cet excès de sucre qu'il y a dans le sang. L'insuline va donc récupérer ce sucre, qui entre-temps est devenu du glucose dans l'intestin pendant la digestion, et elle va gentiment aller stocker ce glucose d'abord dans vos cellules, dans vos muscles, parce qu'ils en ont besoin pour fonctionner, puis l'excédent ira où? Eh bien dans votre foie. Ah, il n'a pas une grande capacité de stockage ce foie, mais au moins, en cas de besoin de plus d'énergie, notamment pendant un effort physique, le foie il peut vous donner un shot d'énergie de façon rapide. Donc cette réserve elle est indispensable. Par contre, une fois que le foie a fait ses réserves, il ferme la porte. Donc tout le glucose restant devient de la graisse. Et oui, donc ça donne un petit bidon, des poignées d'amour, des hanches, des cuisses, etc. Parce qu'il faut bien mettre l'excédent de sucre quelque part. Tout ce processus que le corps fait de manière très rapide pour gérer le mauvais sucre qu'on lui envoie dès le petit déjeuner, eh bien ça va nous fatiguer alors que la journée n'a même pas encore commencé. Et je vous laisse imaginer si ça se passe tous les jours. Bah, les fatigues morales et physiques vont devenir chroniques. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous ressentent de la fatigue 1 à 2 heures après avoir pris le petit déjeuner et parfois même vous avez encore faim. En fait, ce pic glycémique et la chute qui s'ensuit, ça va déclencher un brouillard, vous allez avoir un brouillard mental, mais surtout ça va déclencher des fringales qui ne cessent jamais. Ça nous coince donc dans un véritable cercle vicieux. On a toujours envie de grignoter parce qu'on a faim, mais surtout parce que ça nous maintient aussi réveillés. Pour éviter d'abîmer au maximum son corps après ce type de repas, il faudrait s'activer. Marcher, danser, peu importe, mais il faut réguler rapidement les niveaux de sucre élevés en essayant d'en mettre un maximum dans ses muscles pour limiter les dégâts de l'intérieur. Mais pas de panique, Allah a très bien fait les choses. En 12 à 24 heures de jeûne, votre foie peut être complètement vidé de ses réserves de sucre. Et après ça, si votre corps manque de sources d'énergie, il commencera à grignoter vos propres graisses pour s'alimenter, à condition de ne pas ingérer du sucre rapide à nouveau entre-temps. Vous comprenez le mécanisme? Pour un régime réussi par exemple, vous n'avez pas besoin de vous faire violence, il suffit juste d'ingérer les bons sucres. Pas de s'arrêter de manger, simplement de bien manger. Si vous divisez votre assiette en trois, un quart de glucides complexes, c'est-à-dire non raffinés, un quart de protéines, 2 quarts de fibres, vous allez perdre du poids tout en ayant un régime équilibré que vous pouvez maintenir toute la vie. Et c'est ça le plus important. Si vous avez envie de faire des écarts, il vaut mieux ne pas les faire le ventre vide parce que c'est ça qui déclenche les fringales et au-delà de ça, ça va vous déclencher un pic de glycémie, ça va libérer de l'insuline, stocker le sucre, transformer en graisse et c'est ça qui fait grossir. Donc ne vous interdisez pas trop de choses, mais si vous faites des écarts sucrés, jamais le ventre vide, toujours en dessert et allez marcher après. Ou alors si vous le préférez, juste avant votre séance jambes par exemple, mangez votre pâtisserie préférée parce que vous allez solliciter vos plus gros muscles, votre plus gros groupe musculaire. Donc forcément, vous aurez besoin d'énergie, vous serez boosté parce que vous avez mangé votre petite pâtisserie et le sucre sera presque totalement assimilé pendant la séance. Il faut vraiment inverser la méta parce que l'idée qu'on se fait du régime aujourd'hui, elle est pas très bonne. Il faut pas se faire misère pendant un temps précis et après reprendre toutes ces mauvaises habitudes parce que l'effet yo-yo, c'est malsain, mais c'est surtout très dur psychologiquement. C'est préférable de manger équilibré toute l'année, d'autant plus que c'est abordable, et de faire du plaisir une exception, plutôt que de se restreindre, de se priver pendant un temps donné, et une fois qu'on a atteint le point idéal, eh ben on mange autant de sucré qu'on veut. Ça n'a pas de sens. Bref, à l'inverse de ce que je viens de vous expliquer, quelqu'un qui mange le matin un petit déjeuner équilibré composé d'œufs, de fromage, de pain complet, de peanut butter non sucré par exemple, il pourra tenir très longtemps jusqu'au repas du midi et ne ressentira pas de fatigue pendant la matinée, à condition bien sûr d'avoir bien dormi la nuit. Si vous prenez un petit déjeuner le matin, c'est super important de bien le composer parce que ça peut littéralement ruiner votre journée. Et on a tous déjà expérimenté le coup de barre à 10h30 au bureau, c'est vraiment, vraiment pas agréable. Alors certes, se sevrer du sucre, c'est un peu difficile. Celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Ça prend quelques jours et au début, ça a des effets assez indésirables. On va se sentir fatigué, il y en a qui peuvent avoir des maux de tête, même la nausée, car l'addiction au sucre, ça produit les mêmes effets que l'addiction à la cocaïne au niveau du cerveau. Et bien évidemment, nous en sommes tous victimes car le sucre est présent absolument partout aujourd'hui. Mais soyez rassurés, on peut le faire. Au bout de 5 à 20 jours selon les individus, tous les effets indésirables seront partis. Vous serez complètement sevré et vous vous sentirez mieux que jamais. Visage dégonflé, plus d'énergie, vous ne vous réveillerez plus dans le gaz, vous aurez plus de motivation, moins de coups de blues, moins de SPM juste avant les menstrues, etc., etc. En résumé, vous n'en tirerez que des bénéfices. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Tu ressens beaucoup de satisfaction, mais surtout tu te sens beaucoup mieux dans ton corps. La notion de légèreté. En gros, ça vaut vraiment le coup. Par contre, le cerveau n'aime vraiment pas le vide. Il n'aime pas qu'on supprime une habitude sans la remplacer par autre chose. Supprimer le sucre raffiné, c'est très bien, mais il faut le remplacer par des recettes sans sucre qui nous donnent l'impression d'en consommer. En gros, il faut jouer un tour au cerveau. Et pour ça, j'ai de super recettes sans sucre à vous partager. Et pas le genre de recettes sans goût où tout est sec. Mais ça, on en reparle plus tard dans la vidéo. Pour vous faciliter, vous pouvez mettre en place des meal prep, c'est-à-dire préparer vos repas à l'avance. Ou alors comme moi, vous pouvez utiliser exclusivement ou presque de la nourriture congelée bio. Par exemple, moi j'ai la même routine pour tous les repas. Les déjeuners et les dîners, c'est toujours pareil. Je mets dans mon air fryer
du poulet, de la viande rouge, du poisson, n'importe quelle source de protéines et une source de glucides. Bien souvent, c'est des pommes de terre. J'assaisonne, je laisse cuire dans le air fryer. À côté de ça, j'ouvre une conserve de légumes casse-grains sans additifs pour avoir mes fibres. Et en 15-20 minutes, mon repas est prêt, mais surtout, il est complet. Il faut absolument que ça soit facile pour vous. Au début, avant que votre cerveau comprenne que ce régime alimentaire équilibré vous fait du bien au physique et au moral, il faut absolument que ce soit facile à mettre en place pour vous. Si les repas sont trop compliqués, vous allez vous décourager et retourner aux habitudes faciles. Il faut vraiment se faciliter la tâche et en ce sens, l'air fryer, c'est vraiment génial, surtout si vous avez une famille. D'ailleurs, n'hésitez pas à cuisiner comme ça pour toute la famille, c'est excellent pour les enfants, tant pour leur développement physique que neuronal. Et sachez qu'en mangeant bien, on mange moins car la digestion est plus lente. Donc la sensation de satiété, la sensation de ne plus avoir faim, elle dure plus longtemps. Et c'est comme ça que les fringales disparaissent. Nos portions sont juste ce dont le corps a besoin. Donc ça nous coûte moins cher. Et enfin, n'ayez jamais peur de manquer d'énergie. Allah fait très bien les choses. Votre corps n'est pas bête. Comme un être humain, il fait ses petites réserves pour les jours de crise. Lorsque vous jeûnez par exemple, si vous avez mangé les bons glucides, c'est-à-dire les glucides complexes, non raffinés, votre corps aura déjà mis de côté juste ce qu'il faut pour vous apporter de l'énergie quand vous ne mangez pas. Tout est très bien ficelé, c'est pour ça que c'est très important de connaître son corps, comme ça on détruit tous les biais irrationnels qu'on a et on laisse la machine faire son travail. Si vous avez compris tout ça, bi'idhnillah, vous allez passer un excellent mois de Ramadan parce que ça sera enfin un mois de Ramadan avec de l'énergie. Il nous reste maintenant 3 semaines pour nous y préparer et je sais qu'on peut y arriver. Avant l'arrivée de ce mois béni, je recommande de couper complètement avec le sucre raffiné, mais si vous n'y arrivez pas, petit tips pour mesdames. Dans la phase folliculaire de votre cycle menstruel, vaut mieux éviter le sucre car ça va accentuer vos SPM. Une fois l'arrivée de vos menstrues, le corps a tendance à être en hypoglycémie, donc c'est le meilleur moment pour en consommer sans avoir à faire d'efforts. Et une fois de retour en phase lutéale, il vaut mieux éviter à nouveau, mais si vous craquez, privilégiez avant ou après une grosse séance de musculation car l'exercice va créer des micro-lésions et les cellules auront besoin d'énergie pour réparer les muscles. Elles vont donc solliciter le glucose qui est dans votre sang. En gros, quand vous avez des courbatures, c'est le meilleur moment pour manger du sucre, parce que votre corps est en réparation, donc il va utiliser ce sucre dans tous les cas. Voilà, vous savez grosso modo comment votre corps fonctionne lorsque vous ingérez des aliments. Vous avez désormais toutes les clés en main pour prendre soin de vous. Ah, et je vous propose une petite conférence juste avant l'arrivée du mois de Ramadan dans laquelle je vous explique comment s'alimenter pendant ce mois béni en fonction de son cycle menstruel, comment s'exercer, mais je vous propose également une petite liste de courses et des menus sans sucre raffiné, adaptés à ce mois béni, mais également adaptés à notre quotidien de manière générale. Parce qu'il faut quand même se poser une question, comment pourrions-nous être de bons serviteurs si tout ce qu'on consomme nous abîme? L'objectif de cette conférence est simple, on vise un mois de Ramadan plein d'énergie, de discipline et de rigueur, afin, Inch'Allah, de pouvoir réaliser un maximum d'adoration, mais surtout de profiter des bienfaits de ce mois béni. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de vidéo si cette conférence peut vous intéresser, sinon je pense que vous avez toutes les clés avec cette vidéo. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Me concernant, je trouve le sujet de la nutrition vraiment très intéressant. Ça peut changer le cours d'une vie, que ce soit au niveau de la santé physique ou alors de la santé mentale. Il y a des gens que l'alimentation, que la bonne alimentation, l'alimentation équilibrée, a guéri de la dépression. Et au-delà de ça, adopter un régime alimentaire équilibré, c'est-à-dire ne pas pencher vers des extrêmes, ça permet de prévenir. C'est-à-dire que ça réduit considérablement le risque de développer des maladies. Cependant, bien évidemment, si Allah décrète qu'on aura un cancer ou que sais-je, qui nous en préserve, c'est pas un régime keto qui va contrecarrer tout ça. Mais au moins, on aura pris nos responsabilités. Il ne nous sera pas reproché d'avoir négligé notre corps ni notre santé. Et puis vous savez, se sentir bien à l'intérieur, c'est la condition sine qua non pour se sentir bien dans toute autre chose. J'espère vraiment qu'avec cette vidéo et en appliquant les différentes astuces proposées par les chercheurs, les scientifiques ou encore certains médecins, vous créerez des fondations solides pour ensuite pouvoir commencer à prendre soin de votre santé physique. Car c'est dans cet ordre-là qu'il faut procéder et non pas l'inverse, malgré ce qu'Internet tente de nous faire croire. D'abord l'intérieur, ensuite l'extérieur, car sinon ça ne tiendra pas. Enfin, ça a peu de chances de tenir. Et n'oubliez jamais, il n'y a pas de vérité absolue car il y a une multitude d'individus. Faites donc vos propres recherches, ne prenez rien pour argent comptant, gardez toujours votre esprit critique et faites ce qui vous convient. Je me permets d'ajouter que si vous avez des troubles de conduite alimentaire, cette vidéo ne se substitue